Chapitre 4. Arthur. Arthur était le second fils d'une famille ouvrière du centre de la France. Jusqu'au baccalauréat, il avait étudié dans la petite ville de Rodez, chef-lieu de l'Aveyron, où il avait décroché son examen avec mention très bien. Il avait alors exprimé le souhait de rejoindre la capitale, lieu privilégié à ses yeux, pour tenter d'incorporer une de ces prestigieuses universités dont il rêvait depuis des années. Ses parents, dont les moyens financiers étaient notoirement limités, se montrèrent extrêmement réticents. Cependant, à force d'insister, en leur faisant valoir tous les avantages qu'un diplôme obtenu dans l'un de ces établissements lui procurerait, il était parvenu à les convaincre de le laisser partir. Une des raisons qui les avait finalement décidés était sa promesse de ne pas grever leur budget plus que nécessaire. Ils travailleraient. Paris ne manquait pas de petits boulots dédiés aux étudiants. Par ailleurs, il avait demandé l'octroi d'une bourse et il avait obtenu sans difficulté. Cerise sur le gâteau, sa demande d'inscription à la Sorbonne avait été acceptée. Il était donc, comme on disait à l'époque, monté à Paris peu avant la rentrée universitaire. Les premiers jours, sans vraiment de repères, il trouva à se loger dans un petit hôtel minable du 20e arrondissement. Ce n'était pas vraiment le paradis et ne pouvait qu'être provisoire, aussi se lança-t-il dans une recherche assidue pour trouver un endroit correct pour se poser. Il ne s'était pas attendu à être obligé de se coltiner des kilomètres de marche et de frapper à tant de portes. Au soir des 3 premiers jours, complètement lessivé, il était tout proche du découragement. Il ne manquait pourtant pas de volonté et il reprit sa chasse le lendemain. Enfin, alors qu'il allait abandonner, la chance lui sourit. Ses pas l'avaient mené dans le 5e arrondissement. Il remontait la rue Mouffetard, toujours aux aguets, quand soudain, en passant devant un immeuble bourgeois, il avait remarqué une petite annonce collée sur la porte cochère. On y proposait un studio dans l'immeuble pour un prix plus que convenable. En quelques minutes, il fit connaissance de celle qui allait être sa logeuse. Madame Lescure était une charmante vieille dame qui lui expliqua qu'elle souhaitait arrondir sa retraite de fonctionnaire de base qui lui permettait tout juste de survivre. L'affaire fut rondement menée à la satisfaction des deux parties. Dès le jour suivant, il s'était installé dans son nouveau domaine qui, pour ne pas être luxueux, n'en était pas moins propre et bien équipé. Aujourd'hui, le grand jour, tant attendu, était arrivé. Autour de lui, le grand hall de la Sorbonne bruissait de la rumeur des centaines de conversations d'étudiants de toutes nationalités venus prendre leur cours. En ce jour de rentrée universitaire, Arthur se sentait ému et fier d'avoir réussi à rejoindre cette école de légende. Aussitôt installé dans son nouveau chez lui, il avait gagné cette partie du quartier latin et effectué un repérage des alentours de l'établissement. Il avait même espéré réussir à explorer l'intérieur de l'université, mais ce n'avait pas été possible. Aussi, c'était la première fois qu'il accédait à ce prestigieux établissement. Il se sentait un peu perdu au milieu de la foule qui admirait sans réserve, les yeux écarquillés, la splendeur des lieux. Sous le regard d'Archimède et d'Homère représentant les lettres et les sciences, qui trônaient dans le hall, il tentait de repérer sur le petit plan récupéré sur Internet le chemin pour se rendre jusqu'à l'amphithéâtre dans lequel se déroulerait son premier cours. C'était un grand garçon au visage agréable, timide et réservé, qui n'avait jusqu'alors pas réellement pris conscience du charme qui se dégageait de sa personne.
les quelques aventures qu'il avait connues au cours de son adolescence avaient toujours été instigées par une des belles qui s'accrochait à ses basques. Il semblait totalement se désintéresser de la gente féminine, ce qui, durant une certaine période, l'avait fait soupçonner d'être homosexuel. Cette rumeur avait été démentie à sa première et spectaculaire aventure. Il avait, sans même la provoquer, mis dans son lit la plus convoitée des filles de la ville. Seul son investissement sans faille dans ses études avait pu le priver de certaines expériences qui auraient sans doute été formatrices dans le domaine de l'amour. Quand commença le premier cours magistral, tout imprégné de la majesté du lieu et de l'éloquence de l'orateur, il ignorait encore que cette première journée allait être doublement mémorable. Sur les bancs inconfortables, le hasard l'avait conduit à s'asseoir entre deux jeunes filles. L'une était une grande blonde de type scandinave qui lui dédia un sourire aussi glacial que rapide. La seconde était une asiatique, silencieuse, qui ne lui prêta aucune attention, les yeux baissés sur un bloc de grande taille qu'elle couvrait fébrilement des notes. Son indifférence ne le gêna pas. Il la trouvait jolie et se demanda s'il aurait la possibilité de la retrouver un jour au milieu de ces centaines de potaches. S'il ne revit jamais la blonde nordique au cours des jours qui suivirent, il ne manqua pas de remarquer que la fille qu'il supposait venue du pays du soleil levant devait suivre le même cursus que le sien, car il la revoyait fréquemment assise parmi les étudiants. Pour une raison qui lui échappait, la certitude récente de l'existence de ses atouts dans la séduction ne l'aidait pas. Il n'osait pas l'approcher. Pourtant il s'aperçut très vite qu'elle aussi l'avait remarqué, et ce fut elle qui franchit le pas. La seconde semaine, elle se faufila habilement au milieu des étudiants qui envahissaient l'amphithéâtre et vint s'installer près de lui. Ce fut elle encore qui, dans un français hésitant, lui adressa la première parole. Rapidement, ils passèrent à l'anglais qu'ils maîtrisaient parfaitement tous les deux. Ce premier jour, il n'apprit que peu de choses d'elle, sinon qu'elle était chinoise et non japonaise. Comme elle était très studieuse et totalement investie dans l'exposé du professeur, il ne parvint pas à lui soutirer quelque chose de plus précis. Ce qui ne le priva cependant pas, quand arriva la fin du cours, on était un jeudi, de lui proposer de prendre un verre ensemble le samedi suivant, invitation qu'elle accepta aussitôt. Il n'eut pas l'occasion de la revoir avant le jour fixé. Aussi, en se rendant au lieu de rendez-vous, il doutait encore de la possibilité qu'elle puisse venir le rejoindre. Cependant, il n'était pas inquiet, car il aurait été incapable d'expliquer la raison pour laquelle il avait sollicité ce rendez-vous. De la drague toute simple sans doute, une envie de compagnie peut-être, car il se sentait un peu seul au milieu de tous ces inconnus, sans amis, loin de sa famille. Pas pour son physique, car c'était à peine s'il aurait été capable de la décrire fidèlement. Pour une intelligence remarquable, il n'avait parlé que de banalités. Peut-être aussi parce qu'elle avait de beaux yeux et que son instinct de chasseur avait guidé ses pas. Il lui avait suggéré qu'il se retrouve dans les jardins du Sénat, lieu sans équivoque qui ne risquait pas de l'effaroucher. Il lisait en l'attendant et tout à coup, elle fut là devant lui. Il ne l'avait pas entendue arriver. Elle s'était arrêtée à quelques pas, semblant hésiter à s'approcher de lui. Un court instant, il observa, nimbé par les rayons du soleil qui diffusaient leurs traits d'argent au travers les feuilles du grand marronnier qui étendait sa ramure au-dessus de leur tête,
Elle le regardait. Les raies de lumière jouaient dans les plis de sa robe vaporeuse, laissant entrevoir son corps gracile. Son visage était d'une beauté stupéfaite. Il se serait battu pour ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Sa chevelure d'un noir de jais frisotté, laissant quelques mèches, s'égarait sur son front. Son teint diaphane, à peine coloré de rose, semblait briller d'une lumière intérieure. Elle était grande pour une asiatique, mais cependant, quelques signes révélaient ses origines. Elle avait un visage un peu large, un tout petit nez et des yeux noirs en amande, ourlés de cils interminables. Il était maintenant certain qu'elle ne lui avait pas menti. Elle était sans aucun doute d'origine chinoise. Lui qui aimait l'histoire des peuples de la terre aurait parié sans peur de se méprendre qu'elle était originaire du sud de la Chine. Elle possédait la grâce, l'élégance et la finesse des tailles, femme enfant mais parfaitement bien faite. Son visage évoquait des ascendances lointaines des peuples mongols, un de ceux qui avaient cohabité dans ces régions. Elle se rendit compte de l'admiration que contenait le regard d'Arthur. Elle en parut satisfaite, sourit et s'approcha enfin. Elle s'assit près de lui. Ils se dirent bonjour en français et restèrent un long moment sans parler, les yeux dans les yeux. Puis, comme si elles étaient commandées par une force extérieure, leurs mains se joignirent et leurs doigts s'enlacèrent. Ce fut aussi simple que cela. Ils venaient de tomber amoureux. Kiao, c'était son prénom, n'attendit pas plus longtemps que leur troisième rendez-vous pour accepter de le suivre dans son studio et fut à lui le soir même. Elle partageait, au cœur du 16e, rue Mozart, une chambre avec une étudiante espagnole, mais quelques jours après la découverte des sentiments qui les animaient, elle décida de venir s'installer avec lui, car c'était là qu'elle voulait vivre, dans ses bras. Ils ne se quittèrent plus, vivant leur amour tout neuf dans une passion commune qui leur semblait devoir être éternelle, partageant une idylle sans nuages. Les premiers contacts d'Arthur avec la capitale avaient été rudes. L'adaptation à son nouvel environnement et la nouvelle méthode de travail universitaire lui avaient masqué les autres problèmes qui n'allaient pas manquer de survenir. Il ne lui avait pas fallu bien longtemps pour qu'il se rende compte que ses réserves financières s'épuisaient à vitesse grand V et qu'il avait vraisemblablement été trop optimiste. Sa bourse et les quelques subsides que ses parents, se saignant aux 4 veines, lui attribuaient, ne seraient pas suffisants pour vivre décemment. Il avait donc activement cherché à travailler. Une nouvelle fois, la chance lui avait souri. Aidé par un hasard bienveillant et la lecture assidue des petites annonces, il avait, sans grande illusion, participé à un casting organisé par une agence de publicité qui élaborait des catalogues pour les grands magasins et les firmes de VPC. Il fut immédiatement recruté, non pas comme il avait pu le penser et le craindre, comme grouillot ou homme à tout faire, taillable et corvéable à merci, mais comme modèle pour des catalogues de sous-vêtements et prêt-à-porter, réalisés pour des sociétés qui œuvraient dans ce domaine. C'était un travail agréable et relativement bien payé, mais très fatigant, surtout au cours des périodes de préparation des collections. Ce fut à cette époque qu'il prit réellement conscience de phénomènes qui ne l'avaient que peu intéressé jusqu'à ce jour. Il réalisa qu'il avait un charme indéniable et un pouvoir de séduction qui lui ouvrait toutes grandes les portes des cœurs de la gente féminine. S'il en avait encore douté, les avances des jeunes filles et femmes qui gravitaient dans ce milieu de la mode l'auraient détrompé.
Sa réussite dans les études restait pourtant son principal centre d'intérêt, et à part quelques flirts sans importance, qui n'allaient jamais trop loin, il ne changea pas de cap. Au début de leur seconde année de fac et de vie commune, Kiyao, qui jusque-là avait centré toute son énergie sur ses études, prit conscience que bien que ses parents soient assez généreux avec elle, leur vie dans un pays où rien n'était vraiment cher ne les amenait pas à se rendre compte du coût de la vie parisienne. Elle ne désirait pas les choquer en leur faisant remarquer que leurs subsides étaient notoirement insuffisants. Même ajoutés aux émoluments qu'Arthur recevait de son travail, les sommes récoltées ne leur permettaient pas de vivre la vie dont ils rêvaient. Se nourrir, acheter le matériel nécessaire à leurs études, s'acquitter chaque mois du loyer et des charges et faire face aux autres petites dépenses imprévues, tout cela dévorait la totalité de leurs revenus. Le temps des vacances, elle prit contact avec une agence d'intérim qui lui proposa un poste de vendeuse dans un magasin de souvenirs qu'elle accepta sans rechigner. À la rentrée, une nouvelle fois sans travail, elle suggéra à son compagnon de solliciter son patron afin qu'il accepte de la recruter. Arthur s'était forgé une excellente réputation dans cette société et son chef l'appréciait beaucoup. Il parvint donc, sans trop de difficultés, à le convaincre d'intégrer son ami dans le personnel. Kiyao avait une faculté d'adaptation qui valait bien celle d'Arthur. En quelques jours, elle s'était intégrée dans le personnel sans aucun problème. Les séances de photos et les changements de tenue prenaient beaucoup de leur temps, mais la rémunération qu'ils en tiraient était loin d'être négligeable et leur permettait de vivre agréablement. Bientôt, ils devinrent le couple le plus demandé des clients de la société. Ils pouvaient dorénavant satisfaire leur passion commune pour le théâtre et l'opéra. Leur amour ne faiblissait pas. Le temps passait, ils s'aimaient avec toujours autant de ferveur. Kiyao parlait maintenant couramment le français et Arthur, qui s'était entiché de la civilisation chinoise, suivait assidûment des cours de mandarin et se débrouillait plutôt bien. Il aimait envisager un avenir serein qui le verrait épouser son ami et vivre toute son existence à ses côtés, et il était convaincu qu'elle pensait de même. Au moment des vacances, il l'avait emmenée chez ses parents, qui s'étaient montrés ravis de son choix, et déjà ils envisageaient un voyage à Shanghai afin d'être présentés à la famille de son aimé. Il suffit néanmoins d'un rien pour que les choses les plus belles ne virent au cauchemar. La silhouette rêvée et la grâce naturelle de la jeune fille ne pouvaient qu'attirer l'attention des représentants du monde de la mode. Arthur en était conscient, mais son amour était si profond et sincère qu'il ne laissait pas de place au doute. Il ne fut pas réellement surpris le jour où l'agent d'un grand faiseur parisien de prêt-à-porter de luxe, en pleine expansion, qui sous-traitait ses catalogues à la société, remarqua le potentiel de la jeune femme. Il ne tarda pas à lui proposer un contrat de mannequinat pour ses propres collections. Elle resterait employée dans sa société actuelle, mais ce serait elle qui serait son modèle exclusif. L'occasion était trop belle pour qu'elle la rejette. Cependant, par délicatesse, elle ne voulut rien signer avant d'en parler avec son ami. Arthur, qui commençait à appréhender les aléas et les déceptions qui avaient cours dans le monde de la mode, dans lequel il naviguait à la marge, ne pouvait se départir d'une certaine réserve. Cependant, au terme d'une longue discussion qui les avait menés jusqu'à tard dans la nuit, il finit par donner son plein accord, tout en l'assortissant de conseils de prudence. Soulagée et heureuse, elle accepta le challenge qui lui était proposé. Au début,
Rien ne changea dans le quotidien de leur vie qui continuait à se dérouler dans le meilleur des mondes possibles. Si ce n'était la légère déception de ne plus travailler ensemble, Arthur était fier de la réussite de son amie. Il avait une telle confiance en elle qu'il ne pouvait imaginer que sa joie serait de courte durée. Ce fut la nouvelle rentrée universitaire qui annonça la fin de son rêve. À la fin d'août, ils avaient repris le chemin de l'agence. Après quelques jours, alors qu'ils regardaient un film à la télé, tendrement enlacés sur leur canapé, elle lui annonça tout de go qu'elle avait pris la décision de ne pas reprendre ses études et de se consacrer à plein temps à sa nouvelle activité. Arthur en fut surpris et un peu déçu, mais il ne pouvait pas encore imaginer que ce choix annonçait la première fissure dans son univers. En toute bonne foi, car il en était persuadé, il mit toute sa conviction et tout son amour pour lui suggérer de terminer son cursus avant de se lancer dans une carrière à l'avenir aléatoire. Ainsi, lui suggéra-t-il, tu te réserverais une porte de sortie, un avenir garanti, dans l'hypothèse où tu échouerais dans ta nouvelle orientation. Il n'eut aucun succès. Kiyao était bien trop accroché par les promesses d'un futur glorieux, par le mirage du luxe et du strass qui l'avait happé, que plus rien, pas même l'amour qu'elle éprouvait encore pour Arthur, n'était capable de la détourner de ses rêves. Elle lui fit le serment que rien ne changerait jamais, que son amour lui serait toujours acquis. Alors il céda et se plia aux souhaits de son aimé, tentant désespérément de se persuader que si elle y trouvait son bonheur, il n'avait rien à redire. Comme pour se faire pardonner, elle n'avait jamais semblé aussi éprise et lui jurait à toutes occasions que son amour était intact, aussi fort et indestructible qu'au premier jour. Arthur était très loin d'en être sûr. Son instinct lui disait qu'il avait toutes les raisons de ne pas s'être trompé. L'inquiétude qui l'avait envahi depuis que la jeune fille se consacrait sur son nouveau projet était justifiée. Il ne fallut que quelques semaines pour qu'il se rende compte que le nouveau statut de celle qu'il aimait allait fondamentalement modifier leur rapport au quotidien. Très rapidement, leur existence fut radicalement bouleversée. Kiyao était désormais l'employé d'un nouveau patron, rencontrait un rapide succès que même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait pas imaginé. Elle était de plus en plus souvent absente et, quand elle revenait, fatiguée, il ne restait pas grand-chose de la jeune femme amoureuse qu'il avait connue. Quelques mois encore, elle commença à parcourir l'Europe et il ne la vit plus que par intermittence. Leur amour s'effilochait dans une inéluctable érosion, au gré des vents mauvais qui l'emmenaient de plus en plus loin, de plus en plus souvent. Puis survint l'inévitable, tout en lui manifestant une tendresse qu'elle continuait à déclarer éternelle. Elle lui annonça qu'elle ne pouvait plus assurer une vie commune et qu'elle devait partir. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Cette merveilleuse aventure ne durera pas éternellement. Je reviendrai bien vite dans tes bras, » disait-elle avec une sincérité désarmante. Une année encore, il continua d'espérer son retour. Son amour ne faiblissait pas. Il aimait comme jamais il n'aimerait personne. Les jours qui s'égrenaient dans une infinie tristesse renforçaient encore son attachement. De temps à autre, il la découvrait sur la première page d'une revue de mode ou lisait par hasard dans un magazine People les péripéties de sa vie sentimentale. Ce fut ainsi qu'il apprit son prochain mariage avec une vedette de la télévision allemande. Cette fois, tout était terminé. Quand il n'eut plus aucun doute sur la fin de tous ses espoirs, le chagrin qui le tourmentait l'entraîna dans une longue période de dépression,
qui faillit le pousser à interrompre lui aussi ses études. Pourtant il trouva le courage de continuer. Le désespoir qui l'habitait s'estompa peu à peu, et tandis qu'il l'enfouissait au plus profond de lui, se développait, en même temps, remplaçant le chagrin, une rancœur tenace et un puissant sentiment de revanche, allié à une détestation de la gente féminine. À compter de cet instant, le gentil garçon, l'homme généreux et compatissant qu'il avait toujours été, se transforma en quelques mois en ce qu'il avait toujours refusé de devenir, un chasseur impitoyable. Il commença à exploiter sa séduction naturelle pour faire payer aux femmes qu'il rencontrait sa cruelle désillusion. Son inimitié s'adressait en premier lieu et presque exclusivement aux filles d'origine asiatique, qui lui servaient d'exutoire à sa haine. Puis il se rendit compte que le monde n'était pas uniquement peuplé de filles venant d'Asie. Il étendit sa colère sans distinction de race ou de couleur à toutes celles qu'il pouvait attirer dans ses filets. Non seulement il aimait les asservir, mais il n'était jamais assez odieux à ses yeux envers celles qui avaient la malchance de croiser son chemin. Le cœur sec, vide de toute pitié, il excellait dans l'art de les humilier. Une année supplémentaire d'études, son master de droit en poche, il se sentit incapable d'aller plus avant, le cœur n'y était plus. Parallèlement, son job prenait de plus en plus de place dans son emploi du temps. Même si le souvenir de Kiao hantait toujours les lieux, il aimait ce qu'il faisait, l'atmosphère qui régnait dans cette société, où il s'était fait de bons amis. Gérald, son patron, qui l'appréciait beaucoup, lui mettait sans cesse la pression, l'incitant à se consacrer pleinement à cette activité pour laquelle, ajoutait-il, il était particulièrement doué. La décision fut difficile à prendre, car les études avaient toujours été sa passion. Il décida pourtant de cesser de fréquenter l'université. La seule activité intellectuelle qu'il refusa d'abandonner fut ses cours de chinois. Car en dépit de son acrimonie pour tout ce qui concernait les femmes chinoises, au fil du temps, il s'était pris de passion pour cette civilisation lointaine. Peu de jours après sa sortie de l'université, à la grande satisfaction de Gérald, il accepta de signer un contrat à plein temps. Il ne le regretta pas, car il ne s'était pas rendu compte, durant ces 3 années de collaboration avec cette société, combien il s'était laissé envahir par les rites et les codes qui régissaient ce métier, qu'il avait incorporé sans même s'en apercevoir. Il ne lui fallut que quelques jours pour qu'il s'y sente comme un poisson dans l'eau. Ses émoluments étaient confortables sans être faramineux, mais sans doute plus élevés que ceux qu'il aurait perçus en exploitant ses ressources universitaires. Une année entière, il navigua dans un bien-être qui lui convenait parfaitement. Puis la nouvelle tomba, abrupte et sans appel. Gérald, qui se sentait patatrac depuis quelques mois, consulta un spécialiste qui lui annonça qu'il était atteint d'une forme rare de cancer et lui conseilla de cesser ses activités et de se soigner sérieusement s'il voulait vivre encore quelques années. La peur qu'avait provoquée cette mise en garde lui commanda d'obtempérer le plus rapidement possible. Il s'était aussitôt mis à la recherche d'un repreneur. La réputation sans faille de sa société et sa bonne santé financière attirèrent très vite les acheteurs. Une firme américaine de vêtements de luxe, souhaitant son introduction sur le marché européen, fit la meilleure offre. En dépit des propos rassurants de Gérald, qui avait, selon ses dires, exigé de l'acquéreur qu'il n'y ait aucun licenciement, le personnel était inquiet. Et en effet, à peine Gérald avait-il tourné le dos que le nouveau patron commença à faire le ménage. En tant que dernier arrivé, Arthur n'avait aucune illusion à se faire. Il serait le tout premier à quitter le navire. Il n'était pas vraiment affolé par un renvoi rapide,
il reprendrait ses études et voilà tout. Mais qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d'un repreneur? Quels sont ses projets d'avenir et quels membres du personnel seraient épargnés par le couperet? À sa grande surprise, et sans doute à celle de ses collègues, il fut confirmé dans son poste.